Bonjour Marc Crépon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe, directeur de recherche au CNRS et professeur de philosophie donc à l'École normale supérieure. Et vous signez ce livre aux éditions Odile Jacob, Le spectre du nationalisme. Une plongée dans ce que vous considérez être un poison, une plongée philosophique et historique. Vous revenez notamment sur le premier XXe siècle, siècle du nationalisme destructeur s'il en est. Alors le nationalisme n'appartient pas qu'à l'histoire, qu'au passé, c'est l'objet aussi de ce livre, et n'est pas vu aujourd'hui uniquement comme un poison, c'est le moins qu'on puisse dire. Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national, se félicitait au début du mois de juin de la victoire de Karol Nawrocki, le nationaliste polonais, à la présidence de son pays. On l'écoute. Personne ne devrait être choqué du fait qu'on veuille défendre son pays avant tout, son peuple avant tout, c'est le sens de la démocratie. Mais la Pologne a choisi souverainement de se donner à nouveau un leader nationaliste, malgré aussi, il faut bien dire, la propagande de l'Union européenne qui utilise tous les moyens, on l'a vu en Roumanie, pour faire peur au peuple, pour raconter des bobards monumentaux, pour dénoncer des ingérences qui parfois n'en sont pas, pour mieux cacher des ingérences qui, elles, sont bien réelles contre la démocratie hier en Roumanie, ici en Pologne. Voilà, ce qui est heureux, c'est que les peuples ne se laissent pas faire et que les Polonais reprennent leur destin en main une fois encore. C'est un extrait assez parfait pour commencer l'entretien parce que il y a beaucoup d'éléments de votre livre dans ce qu'on vient d'entendre, notamment le rapport entre le nationalisme et l'idéal européen et l'Union européenne. On va creuser tout ça, mais dans ce que on vient d'entendre, j'aimerais commencer juste par cette question-là. On entend Jean-Philippe Tanguy dire que le nationalisme peut être le produit de la démocratie, qu'il n'est pas forcément l'opposition à la démocratie comme vous l'avez beaucoup écrit. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que le nationalisme arrive au pouvoir par le biais d'élections démocratiques qui sont le plus souvent, parfaitement légitimes. Après, ce que le nationalisme fait de la démocratie quand il est arrivé au pouvoir, ça c'est autre chose. Et si nous devons légitimement, si en tout cas moi je m'inquiète de ce que j'appelle le retour spectral du nationalisme, c'est aussi au nom de tout ce qu'il ramène avec lui. Et il y a au moins deux choses qui ramènent toujours avec lui, c'est des restrictions quant aux droits et libertés fondamentales, c'est une attaque systématique partout de la séparation des pouvoirs, et puis c'est surtout aujourd'hui, parce que c'est vraiment là l'actualité, le risque de la guerre. Dans le fond, ce qui m'inquiète le plus dans le retour spectral du nationalisme, c'est que dans ses bagages, ce que ce fantôme ramène toujours, c'est la guerre, cette guerre pouvant être aussi bien une guerre extérieure qu'une guerre interne. C'est-à-dire le nationalisme, il a toujours des cibles. Ce sont des minorités qui peuvent être sexuelles, ethniques, culturelles, qu'il cible. Et donc, c'est toujours ce risque de guerre. Mais il y a une deuxième chose, quand même, que m'inspire la phrase sur laquelle vous venez d'ouvrir le débat. C'est que c'est pas la première fois qu'on voit le Rassemblement national se réjouir de l'arrivée d'un leader d'extrême droite au pouvoir. Et donc, il y a quelque chose de très paradoxal. C'est une internationale du nationalisme, quand même. Aujourd'hui, il y a eu un rassemblement, il y a quelques semaines, du côté de Montargis, qui en apportait aussi la preuve exemplaire. Je m'arrête sur ce mot spectral. Expliquez-nous en quoi il y a une dimension spectrale au retour du nationalisme. Qu'est-ce que ça apporte, ce terme, cet adjectif en particulier ? Alors, là, je vais vraiment vous répondre, parce que, dans le fond, je pense que moi, j'appartiens à une génération qui, quand même, pendant des décennies, a été portée par l'idée que elle vivait un temps d'avancée fondamentale. Ouais. Dans le domaine du droit international, dans le domaine du droit des femmes, dans le domaine de l'éducation, dans plein de domaines comme ça. Et aujourd'hui, la vision qu'on peut avoir de l'histoire, le rapport qu'on peut avoir à l'histoire, n'est plus, dans le fond, porté par l'espérance de ce qui vient, par l'accompagnement de ces avancées fondamentales, mais par la hantise de ce qui revient. Voilà. Et dans le fond, nous sommes obligés aujourd'hui de nous interroger dans tous ces domaines-là sur le spectre d'une régression. Voilà. Donc l'idée de spectralité, elle est portée par la notion de régression. J'ai été très surpris en relisant ce livre pour me préparer un tout petit peu. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point le mot de régression revenait de façon récurrente, et je trouve que c'est le mot qui est central dans mes réflexions maintenant, au-delà du livre dont vous m'invitez à parler aujourd'hui. Justement, restons tout de même sur ce livre. Oui. Et sur vos lectures du premier XXe siècle, parce que c'est un livre
en fait, de redécouverte, de relecture des penseurs antinationalistes notamment, mais aussi des nationalistes du début du XXe siècle. Quelle est la lecture qui vous a le plus impressionné par son actualité ? Alors, toutes différemment, parce que toutes, elles disent quelque chose, elles nous apprennent quelque chose de ce retour spectral. Il y a d'abord des choses qui m'ont surprise en visitant ces textes. Qui m'ont surprise à la fois par leur force et par leur insuffisance. C'est que dans le fond, chaque fois que pour s'opposer au nationalisme, dès la fin de la guerre de 14-18 et puis pendant toute l'entre-deux-guerres, des philosophes construisent une argumentation, elle invoque toujours la morale, l'esprit, c'est toujours des forces spirituelles, des forces morales qui sont convoquées à l'encontre de ce qui paraît dans le nationalisme être exclusivement et essentiellement passionnel. Et physique. Voilà. Et ça m'impressionne parce que dans le fond, c'est vrai que l'une des cibles du nationalisme, c'est toujours l'intelligence, l'esprit. Il y a toujours, chaque fois que le nationalisme arrive au pouvoir quelque part, c'est des attaques sur les libertés académiques, c'est des attaques sur la liberté de la presse, c'est des attaques sur les centres d'études, etc. Et c'est ce que pointe un certain nombre des voix que j'ai convoquées dans ce livre, celle d'Alberto Savigno, qui écrit une chronique du fascisme dans les années 42-43. C'est celle de Klaus Mann. Klaus Mann, donc le fils de Thomas Mann, qui lorsqu'il quitte l'Allemagne en 1933, tient une radioscopie fascinante des premières mesures du nazisme, des nazis arrivés au pouvoir, et c'est une radioscopie extrêmement précise des attaques sur les lieux de culture, sur les lieux d'éducation, sur le monde de l'édition. Donc on voit bien qu'il y a toujours une offensive contre l'esprit. Mais en même temps, cette mobilisation spirituelle, intellectuelle, elle est insuffisante. Voilà, pourquoi ? En quoi ? Elle est insuffisante parce qu'elle laisse de côté quelque chose qui me semble essentiel, qui tient aux aspirations matérielles des peuples et des populations. Je suis très frappé que, dans le fond, là où le nationalisme va se placer sur le terrain des besoins fondamentaux auxquels il prétend toujours apporter une solution, ces grands intellectuels que je convoque restent, pour la plupart d'entre eux, assez étrangers à cette dimension tout simplement sociale. Et pour moi, c'est aussi, on va sans doute en dire un mot, l'une des grandes faillites de la construction européenne. On va y revenir, mais à vous écouter et à vous lire, on a le sentiment que ces intellectuels se défendent eux-mêmes parce qu'ils sont attaqués sur leur cœur de métier, qui est l'intelligence, et non pas sur les attentes du peuple auquel le nationalisme tente de proposer des solutions. Oui, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai beaucoup hésité sur le sous-titre que je pouvais apporter à ce livre, et à un moment, je savais pas si je voulais parler de l'Europe. J'ai même songé à un moment à l'appeler « Défense de l'esprit ». Voilà, défense de l'esprit, de l'étude, de l'intelligence, etc. Donc oui, ils se sentent évidemment attaqués, et ils le sont toujours. Oui, bien sûr. Et ils le sont toujours, et ils le sont encore aujourd'hui. Enfin, il suffit de voir les offensives contre les universités aux États-Unis aujourd'hui, contre les institutions culturelles aussi. Il suffit de voir ce qu'il en est en Hongrie, ce qu'il pourrait en être en Pologne. Et en Italie aussi, pour voir qu'effectivement, il y a toujours quelque chose, il y a une allergie, dans le fond, du nationalisme à la façon dont l'exercice de l'intelligence peut le contester. Mais la réponse ne suffit pas si elle ne parle que d'intelligence, que d'éducation, que d'université. Que de morale et d'esprit et de valeurs universelles. Voilà. On a compris ça. Gilles. Dans votre livre, vous évoquez la nécessité, je vous cite, de préserver un espace pour une parole qui prend son temps. Et ça fait écho à ce qu'on a l'ambition de faire ici. Donc, ça a plu. Thomas vous a interrogé sur le concept de spectre, puisque c'est un des mots du titre, et qui est intéressant parce qu'il convoque une permanence ou un retour toujours possible. Je voudrais vous faire préciser l'autre concept qui est celui du nationalisme. Vous avez évoqué l'atteinte aux libertés fondamentales, les risques de guerre. Dans le livre, vous montrez aussi qu'il met en cause l'égalité. Et vous dites même l'égalité des uns et des autres. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire ? Marc répond.
Oui, bien sûr. Alors d'abord, ce que je veux signifier, parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de ce terme. Sur nationalisme, patriotisme, est-ce que critiquer le nationalisme comme je le fais dans ce livre, ça veut dire qu'on n'est pas patriote et qu'on critique le patriotisme? Non, pas du tout. Je pense que ce sont deux concepts radicalement différents qui ont des usages différents. Et comme je m'attendais quand même plus ou moins à une question de cet ordre-là, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, dans ton livre, le nationalisme est partout présent, et la définition du nationalisme se construit chemin faisant. J'ai fait exprès de ne pas vouloir poser une définition du nationalisme préalable. Mais je veux bien le faire ici. Et je pense que ce qui définit le nationalisme, c'est que c'est à la fois une idéologie, c'est à la fois une passion, et c'est à la fois le dénominateur commun de mouvements politiques un peu partout dans le monde, et notamment en Europe. Et ce qui caractérise toujours le nationalisme, c'est que c'est un mouvement, une idéologie qui prétend défendre et promouvoir une certaine idée de la nation, en réalité une certaine idée de l'identité nationale, dans le champ politique. Et cette promotion suppose toujours des exclusions, des discriminations, parfois un retour en arrière, parfois aussi... Il y a un très beau texte de Bloom que je cite beaucoup dans ce texte, et il dit dans le fond le nationalisme, il est toujours animé par deux choses, et ça se vérifie, par un désir de revanche et un esprit de vengeance. Ben c'est simple, c'est toujours une revanche à prendre sur l'histoire, sur la modernité, et sur le fait que, en réalité, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan de la population, c'est toujours beaucoup plus hétérogène, beaucoup plus divers que ne le dit et que ne le revendique et que ne le souhaite le nationalisme. Donc, en ce sens, ce que veut le nationalisme partout, c'est une rupture d'égalité. C'est ça que je veux dire. C'est toujours une rupture d'égalité. Nous, on a en France un concept qui dit ça, c'est la préférence nationale. C'est le concept qui thématise cette notion de rupture d'égalité. Mais elle peut se décliner sous d'autres termes partout. America First, c'est aussi quelque part une rupture d'égalité à l'intérieur des États-Unis, et il y aurait bien d'autres variantes. Donc c'est ça, pour moi, les uns et les autres. Eh bien oui, c'est vrai, dans n'importe quel pays aujourd'hui dans le monde, il y a de la pluralité, il y a de la diversité, il y a de la diversité de croyances, d'origines, de langues, de cultures, et cette diversité fait qu'il y a des uns et des autres. Et le propre de la démocratie, c'est de faire en sorte qu'entre les uns et les autres, quelle que soit leur appartenance, il n'y ait pas de rupture d'égalité en termes de droits, en termes de liberté, mais aussi au regard de l'institution judiciaire, des institutions policières, des protections, de l'institution scolaire, etc. Ce qu'on appelle parfois l'état de droit. Et donc ce que le nationalisme partout fait, c'est plus les uns et les autres, c'est les uns contre les autres. La revanche et la vengeance, pour reprendre Léon Blum, et c'est effectivement une grille de lecture qui est opérante, notamment si on regarde ce qui se passe aux États-Unis. Natacha. Je prolonge cette question parce que vous avez dit, et c'est vrai que la réflexion apparaît dans le livre, il y a une distinction entre patriotisme et nationalisme. J'ai toujours été étonnée du choix de ces deux mots, puisque le patriotisme serait positif alors qu'il repose sur la patrie, c'est-à-dire la terre de nos pères, ce qui est très barésien, alors que le nationalisme, qui est donc considéré comme négatif, s'appuie sur la nation, l'idée de nation. Elle naît en France, elle s'affirme en France avec Valmy, le peuple en armes pour défendre la République, et c'est aussi la définition de la nation par Ernest Renan, c'est-à-dire justement comme une communauté politique et non pas ethnique, religieuse, etc., avec cette idée que c'est un plébiscite de chaque jour, appuyé sur un legs de souvenirs communs. Et j'en viens là. C'est-à-dire le nationalisme, vous le définissez comme justement créant cette séparation entre les uns et les autres, amenant à la guerre. Je partage d'ailleurs votre inquiétude sur le fait que nous voyons ressurgir cette guerre. Nous régressons vers la guerre. Mais la question est celle de la perpétuation d'une communauté politique. Comment perpétuer une communauté politique sans sombrer dans le nationalisme? Et c'est la question à laquelle j'ai cherché une réponse dans votre livre, et j'avoue ne pas l'avoir tout à fait trouvée. Marc répond.
D'abord, premièrement, le nationalisme se présente toujours comme une captation de la nation. Mais on peut penser la nation, on peut penser la nécessité de la nation, indépendamment du nationalisme. Donc c'est toujours un élément de confiscation. Mais vous avez raison sur l'inversion des termes. On pourrait être beaucoup plus inquiet de la notion de patriotisme que de la notion de nationalisme. Je pense que c'est pas la même forme d'attachement. Dans le fond, le nationalisme dit quelque chose, comme je l'ai rappelé à l'instant, d'exclusif, de discriminatoire, que ne dit pas la notion de patriotisme. On peut aimer son pays. Moi, j'aime beaucoup mon pays. On peut aimer son pays, mais l'aimer précisément pour sa diversité, pour la diversité des cultures, des appartenances, pour tout ce qui s'y est traduit, tout ce qui s'y est important, mais tout ce qui s'y est importé, même pour son histoire. Mais oui, c'est pas seulement pour la diversité, c'est-à-dire c'est aussi l'articulation entre l'unité et la diversité. C'est l'articulation entre l'unité et la diversité, ces grandes conquêtes républicaines, c'est les institutions dont il s'est donné, c'est les protections qu'il garantit. Donc tout ça, c'est un élément de l'attachement à son pays. Sauf que bien sûr, le patriotisme a aussi une autre dimension qu'on ne peut pas oublier, c'est qu'il a une dimension sacrificielle, puisque le patriotisme, c'est une notion qui est surtout activée, rappelée en temps de guerre. C'est-à-dire le patriotisme, il se réveille, il se ranime en temps de guerre, quand dans le fond une union nationale, une union sacrée se crée pour la défense d'une patrie menacée ou en danger. Et alors, je réfléchissais en disant, mais alors comment tu peux articuler autour de ces notions-là nationalisme et patriotisme? Et je dirais, le nationalisme court toujours le risque d'entraîner ou de provoquer la guerre, et la guerre suscite le patriotisme. Avançons un peu dans cette idée-là, et notamment dans les réponses au nationalisme. L'Europe, l'Union européenne, et on va y venir, c'est au cœur de votre livre, était pensée comme l'antidote au nationalisme après la Seconde Guerre mondiale. Elle en est aujourd'hui devenue le carburant. Pourquoi ? Alors ça, c'est l'une des grandes énigmes et c'est l'un des grands moteurs de ce livre. C'est-à-dire que ce livre, il procède aussi d'une déception. C'est-à-dire avec l'impression que dans le fond, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand se crée progressivement à partir de 1954 la communauté européenne, oui, les Européens ont de l'or entre les mains, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de projets qui peuvent se faire. Pourquoi ça a manqué? Pourquoi ça a raté? Pourquoi est-ce que, dans le fond, la construction européenne n'a pas empêché le retour en force sur toutes les scènes européennes du nationalisme, et sans doute d'une façon très accrue ces dernières années, au point de nous inquiéter. Et c'est vrai que dans ce livre, je développe deux hypothèses. Je pense que ce qui a manqué à l'Europe, fondamentalement, c'est un grand programme de justice sociale. C'est que les États européens, construisant l'Europe, s'entendent, dans le fond, pour que un certain nombre de fractures sociales qui, au lendemain de la guerre et encore aujourd'hui, et toujours aujourd'hui, font que des catégories socio-professionnelles sont en souffrance, que beaucoup de gens sont des déshérités, que beaucoup des catégories entières de la population se sentent déshéritées, abandonnées. Pourquoi ? Dans le fond, l'Europe ne s'est pas construite sur un grand programme de justice sociale qui aurait évité que, à la première crise, à la première difficulté, elle soit effectivement le bouc émissaire de ces populations qui se sentent malmenées par l'histoire et qui se sont retournées contre l'Europe. Et puis il y a quand même une deuxième dimension, c'est que je trouve que dans le fond, l'Europe reste encore gangrénée. Et là, je pense notamment à tous les rejets anti-migratoires, etc., qui font quand même, il faut bien le dire aujourd'hui, le dénominateur commun de toutes les formations nationalistes en Europe et ailleurs, sont encore gangrénés par des formes d'exclusion. Je vais risquer le mot, puisqu'il est très présent dans ce livre, de racisme. Et ça, pour moi, c'est le racisme, comme l'antisémitisme d'ailleurs, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes choses, même si de mon côté, je ne veux pas les séparer. Le racisme comme l'antisémitisme sont, de mon point de vue, une sorte de cancer qui gangrène encore l'Europe et les populations européennes. Et bien sûr qu'il y a des législations pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, mais ce qui a manqué à l'Europe, c'est d'en faire un vrai problème
éducatif, une priorité éducative. Ça peut pas se décréter la fin du racisme et de l'antisémitisme. Ça peut simplement s'éduquer, et c'est pour ça que j'ai conclu le livre par une grande développement et théorie de la désincorporation. C'est précisément là-dessus que je voulais vous interroger, donc ça tombe bien, parce que derrière l'idée de spectre, je disais, il y a l'idée de la permanence et d'un retour toujours possible, et donc il y a la question de la transmission, et dont vous dites la transmission, dont on dit toujours un problème de transmission, mais que la transmission, eh bien, c'est des forces potentiellement opposées. Il peut y avoir des bonnes transmissions, et il peut y avoir aussi des mauvaises transmissions, et c'est là où vous introduisez, si je peux dire, ce concept de désincorporation. Je voudrais que vous expliquiez ce qu'est ce concept. Quel bilan peut-on en faire? Est-il si unilatéralement sombre? Je vous pose cette question parce que vous venez de parler du racisme et de l'antisémitisme. Cette semaine, la Commission nationale des droits de l'homme a publié son rapport, son enquête annuelle avec l'indice longitudinal qui permet de voir si les opinions racistes et antisémites progressent ou diminuent, et on voit que sur la longue période, elles ont plutôt diminué, même nettement diminué, même si, ça m'a frappé quand même dans l'enquête, les préjugés racistes et antisémites restent quand même très élevés. Donc, quel est le bilan de cette désincorporation et quelles en sont les perspectives? Parce que vous dites les vecteurs traditionnels de cette transmission, la famille, l'école, s'est ajouté un vecteur nouveau avec les réseaux sociaux. Est-ce que le combat peut être mené et peut être gagné? Marc répond. Alors, je vous remercie de poser cette question. Pour moi, c'est absolument essentiel. Heureusement qu'on ne s'incorpore pas que le pire, que le racisme. Donc il y a aussi une incorporation heureuse, et même l'éducation fait partie de cette incorporation heureuse. Mais ce que j'ai voulu dire par là, c'est que on ne naît pas raciste, antisémite, sexiste, on le devient. On le devient par le biais de très nombreux héritages qui peuvent être sociaux, qui peuvent être culturels, religieux, qui peuvent tenir au milieu social, qui peuvent tenir au milieu dans lequel on grandit. Et dans le fond, ces vecteurs de transmission-là, la transmission, c'est pas que négatif, c'est en général c'est souvent très positif, mais j'ai voulu donner droit à effectivement une transmission négative pour essayer de comprendre la permanence du racisme, de l'antisémitisme, du sexisme, de tous ces vecteurs de violence dans nos sociétés. Et ce qui complique beaucoup les choses aujourd'hui, c'est que ces transmissions-là qui sont verticales sont compliquées par une transmission horizontale qui est celle, effectivement, véhiculée par les réseaux sociaux, par les sites internet, etc. Autrement dit, s'il est question, dans le fond, de violence et de haine, d'incitation à la violence, de provocation des passions négatives, d'excitation des passions négatives, elles sont à portée de clic. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, l'éducation doit nécessairement passer, ça c'est un de mes grands chevaux de bataille, je crois même que j'en ai parlé la dernière fois que je suis venu, par une éducation critique. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge, à se débrouiller avec ce grand bain d'images et de discours dans lequel ils sont plongés, d'une façon que nous n'avons pas connue. Pour les gens qui sont comme moi nés au début des années 60, bien évidemment que les choses étaient en un sens beaucoup plus simples. Mais là, aujourd'hui, nous avons très très peu de contrôle sur tous ces véhicules des passions négatives, de ces incitations à la haine, de ces provocations à la violence. Et la seule chose que nous pouvions faire, c'est apprendre à se poser de bonnes questions au regard des images et des discours qui les véhiculent. Est-ce que ça veut dire que le nationalisme d'aujourd'hui a un carburant bien plus puissant par l'horizontalité de cette transmission que de celui des années 30 qui était finalement très vertical? Oui, je le pense, et c'est aussi une des raisons, de son succès. Je suis très impressionné par toutes les analyses qui aujourd'hui montrent ce qui s'est passé aux élections présidentielles en Roumanie, aux élections présidentielles en Pologne, etc. Il y a des vecteurs aujourd'hui de manipulation
de l'opinion qui sont sans commune mesure avec ce que nous avons pu connaître sous le nom de propagande. Ou dans les rues d'Irlande du Nord. Natacha. Alors, je vais revenir tout de même à ce que vous disiez de l'Europe et de l'articulation entre l'Europe et le renouveau des nationalismes et l'échec que vous pointiez de l'Europe. Parce que vous écrivez, page 91 du livre, « Le problème politique de l'Europe, c'est le dogme, sinon la sacralisation de la souveraineté ». Alors, cette phrase-là est importante, pourquoi ? Parce que la définition que vous semblez adopter de la souveraineté, c'est celle de Jean Bodin au XVIe siècle, c'est celle en effet de la liberté d'action, le fait de ne rendre de compte qu'à soi-même. Mais la souveraineté, elle change de sens avec la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie se confond en partie, puisqu'il y a l'état de droit, mais avec la souveraineté du peuple. C'est l'idée que le peuple décide de son destin. Or, la question, c'est donc de savoir si le rôle d'un État ou d'une structure étatique, et l'Europe, de ce point de vue-là, compte là-dedans, n'est pas de protéger les citoyens. C'est-à-dire que c'est une articulation entre l'abandon de liberté et la protection fournie. Est-ce que c'est pas là où ça rate ? Et du coup, je suis très étonnée. Je vous donnais l'impression d'oublier cette question démocratique. Non, il est quand même beaucoup question de la démocratie tout au long du livre, mais simplement dogme et sacralisation de la souveraineté, ça ne veut pas dire remise en question de la souveraineté en elle-même, et encore moins de la souveraineté démocratique. Ça veut dire simplement que il me semble que l'une des grandes vocations de la construction européenne pour contrer les nationalismes, et pas seulement de la construction européenne notamment, ça a été d'arriver à des sacrifices de formes de souveraineté pour avoir une politique commune et dans le fond de reconnaître que pour chaque nation et pour chaque nation, ces intérêts n'étaient pas exclusivement nationaux. Autrement dit, qu'il fallait avoir une perspective dans bien des domaines qui dépasse celle des intérêts nationaux. Ce à quoi je pense notamment, par exemple, pour ce qui est des questions migratoires, pour ce qui est des questions climatiques, il me semble que l'un des enjeux aujourd'hui, c'est que des grandes questions qui sont à l'horizon des années et des décennies à venir, imposent justement qu'on en revienne sur ce dogme et cette sacralisation de la souveraineté au profit d'une politique commune. Et un autre domaine, évidemment, pour moi, essentiel, c'est celui, et là, c'est extrêmement d'actualité, c'est la reconnaissance des institutions internationales, la reconnaissance du droit international, qui font obligation aux États de ne pas calculer leur politique uniquement à partir de leurs intérêts nationaux.